le fiscal, ce n'est pas votre activité. On est bien d'accord, vous avez autre chose à faire dans la vie avec vos clients. Vous avez une activité à mener. Et on l'a bien compris chez Sedge, et c'est pour ça qu'on a mis en place des partenariats technologiques avec des éditeurs de renom, en l'occurrence ici Régnologie Invoque, qui nous accompagnent pour ce club client. Donc ce 17e club client, il faut savoir que c'est le premier club client Sedge Fiscalité. Donc on est très heureux de vous accueillir et on va vous présenter en 45 minutes une actualité et une veille fiscale sur la prochaine loi de finances. Et on a la chance d'avoir un expert sur le sujet, Maître Quentin, qui est présent ici. Et on a les experts de produits fiscalité de la société Régnologie Invoque qui nous accompagnent et qui vont nous partager les évolutions fonctionnelles, les évolutions majeures sur la solution. Et ensuite, on clôturera avec un passage sur le fonctionnement de Sedge X3, FRP 1000 avec Sedge Fiscalité, puisqu'encore une fois, le fiscal, ce n'est pas votre sujet, ce n'est pas votre métier. Concentrez-vous sur votre activité. Et nous, c'est notre métier de vous simplifier la vie et de rendre productif toutes vos obligations légales et toutes vos tâches administratives. Ce partenariat, il date depuis 2 ans et demi avec la société Régnologie Invoque. On a énormément de succès, énormément de sollicitations. C'est une solution qui est pérenne, qui a déjà plus de 30 ans, avec laquelle nous avons souhaité établir un partenariat technologique pour servir nos clients FRP 1000 X3 dans une même interface, avec un souci d'ergonomie client et d'expérience client facilitée, afin de gagner du temps, encore une fois, à remplir ses obligations légales. C'est très important, il va sans dire que Invoque et a des data centers certifiés 27001, que les data centers sont en France, que tout est sécurisé et fiabilisé. Voilà, c'est un attelage, on allie le meilleur des deux mondes, Sedge, la compta Sedge, qui est fiable, l'expertise fiscale avec Régnologie Invoque. Et maintenant, je vais laisser la parole à Maître Quentin, Eric, qui va nous faire un overview sur les actualités fiscales et la prochaine loi de finances. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Et effectivement, je vais essayer de résumer, mais très rapidement, où on en est du projet de loi de finances pour 2024 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui comporte des réformes fiscales d'envergure, comme toujours. Et sans plus tarder, on parlera dans un premier temps du PLF, qui est actuellement devant le Sénat. Je pense que si vous vous intéressez à l'actualité, vous le savez, le projet de loi de finances a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale selon la procédure de l'article 49.3, une procédure accélérée, et ça reviendra après le Sénat devant l'Assemblée nationale pour une adoption définitive et une éventuelle censure ou validation par le Conseil constitutionnel. Et puis on reviendra sur une mesure qui a trouvé sa place assez curieusement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et qui concerne les groupes TVA, avec un élargissement possible, voire probable, dans un avenir proche. Alors, sans plus tarder, en ce qui concerne le projet de loi de finances pour 2024, c'est le grand lancement de Pilier 2. Pilier 2, ça concerne alors exclusivement, c'est vrai, les grands groupes, c'est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros, mais il y en a quand même pas mal dans notre beau pays. Et ces groupes devront subir, ou supporter plus exactement, une imposition minimale d'au moins 15% dans toutes les juridictions dans lesquelles ils sont implantés, pour les exercices ouverts à compter du 30 décembre 2023, c'est-à-dire en pratique, lorsque vous avez un exercice qui coïncide avec l'année civile, à compter du 1er janvier 2024. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que le projet de texte fait mazette plus de 70 pages. Donc ça va épaissir un peu plus encore s'il en était besoin pour les adeptes du papier le Code général des impôts, parce qu'en effet c'est une contribution complémentaire qui va être un peu une contribution Canada Dry, si vous me permettez cet aphorisme. C'est-à-dire que ça ressemble à de l'impôt sur les sociétés, ça a le goût de l'impôt sur les sociétés, mais ce n'est pas de l'impôt sur les sociétés. Donc ça va être codifié sous un chapitre à part dans le Code général des impôts. Alors en quoi ça consiste ? Ça consiste à faire en sorte que ces groupes, qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, supportent un impôt minimal de 15%.
puisqu'en fait, il a été dénoncé au cours des dernières années le fait que les groupes multinationaux s'implantaient dans des juridictions où ils pouvaient bénéficier de taux moins élevés et que leur taux effectif d'impôt était trop faible et leur contribution trop modeste par rapport finalement à leur taille. Je caricature un peu. Alors, il va falloir en fait faire un exercice assez complexe, regarder pays par pays ou État par État si les sociétés ou les succursales du groupe subissent une imposition minimale de 15%. Si ce n'est pas le cas, eh bien, la première règle que vous avez présentée à l'écran aura pour effet d'aboutir à ce que ce soit la société mère consolidante ultime qui paye l'impôt complémentaire, qui sera réparti ensuite entre les États sous-imposés. Et ensuite, la seconde règle, qui jouera par défaut, ça sera l'ensemble des sociétés du groupe qui contribueront à cet impôt complémentaire. Alors, la particularité, c'est que ce texte va mobiliser non seulement les fiscalistes, les responsables comptables, mais également les consolideurs, parce que pour apprécier le niveau d'imposition minimale, on ne va pas se référer à l'impôt dans les comptes statutaires, on va se référer au taux effectif d'impôt, qui est donc la somme des impôts exigibles et des impôts différés, actifs et passifs. Et en plus, il faudra procéder à certains retraitements de nature purement fiscale. Donc ça va demander un travail assez important, peut-être pour des conséquences assez réduites pour beaucoup d'entre vous, mais ce travail il devra être effectué et ceci dans un délai assez court. Alors Bercy s'est engagé à publier assez rapidement les projets d'instruction administrative sur le BOFIP, enfin le bulletin officiel des impôts qui est dématérialisé, et on attendra évidemment les commentaires de l'administration, sachant que le projet de texte tel qu'il a été adopté en première lecture est une transcription assez fidèle de la directive communautaire adoptée en fin d'année 2022 par le Conseil des communautés européennes. Alors quand même, pour éviter que vous sortiez de cette salle ou de cette salle virtuelle pour certains complètement angoissés, sachez qu'il y a des situations à faible enjeu où si le montant du chiffre d'affaires ou le montant des bénéfices réalisés dans certaines juridictions est inférieur à certains seuils, respectivement 10 millions et 1 million d'euros, eh bien, heureusement, on n'aura pas à déterminer cette imposition minimale complémentaire. Voilà. Et parallèlement, je signale également qu'il est en cours d'homologation un règlement de l'autorité des normes comptables qui va permettre d'amender les comptes consolidés pour les groupes qui les établissent en normes IFRS afin de tenir compte de cette nouvelle imposition qui va compléter l'IS. Vous l'avez bien compris, ça ne va pas se substituer, ça va être une imposition qui va compléter l'IS et qui ne sera pas admise en déduction des charges déductibles du résultat imposable. Deuxième réforme, elle concerne cette fois-ci le régime d'intégration fiscale, qui est un régime assez classique depuis maintenant qu'il a été créé en 88. On est dans un régime de croisière, mais chaque année apporte quand même une touche nouvelle. Et cette année, le législateur a été contraint d'amender le régime d'intégration fiscale sur le point précis des dividendes qui sont perçus par des sociétés mères de leurs filiales, intégrées ou pas. En effet, une nouvelle fois, la Cour de justice de l'Union européenne a eu à statuer sur le fameux cas des dividendes mère-fille. Et elle a dit pour droit, dans les affaires Manitou et bricolage investissement France, qu'il était contraire au droit communautaire de refuser le taux de 1% sur la quote-part de frais et charges sur les dividendes mère-fille aux dividendes qui proviennent de sociétés situées dans des pays de l'Union européenne pour lesquels les filiales situées dans les pays de l'Union européenne ne sont pas détenues par des sociétés membres d'un groupe fiscal ou par une société mère membre d'un groupe fiscal, soit par choix, soit parce qu'elles ont renoncé à l'option. Et donc, le régime de groupe a été déclaré contraire au droit de l'Union sur ce point. C'est pourquoi le législateur a été contraint une nouvelle fois d'adapter les dispositions subséquentes du Code général des impôts. Donc, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, donc ça concerne les exercices en cours, eh bien, les sociétés mères françaises seront habilitées à faire bénéficier du taux de quote-part de frais et charges de 1% les dividendes qui sont perçus de sociétés situées dans un autre pays de l'Union européenne, même si cette filiale n'avait pas pu être membre du groupe parce qu'elle remplit toutes les conditions pour être fiscalement intégrée, parce que la société mère y a renoncé ou n'avait pas pris la décision de faire rentrer la filiale intermédiaire dans le groupe fiscal. Bon, c'est un petit peu complexe, mais sachez que le texte, la transposition est imparfaite, puisqu'elle ne vise pas les filiales françaises, ce qui est quand même sans doute le plus gros enjeu. Donc la saga n'est pas terminée, et les fiscalistes que nous sommes, on est bien contents, les contentieux vont continuer ou perdurer, c'est pas terrible pour la sécurité juridique, mais ça signifie qu'il y aura d'autres contentieux pour faire dire que les sociétés françaises, pourquoi elles sont exclues de cette extension, alors que ça crée une discrimination à rebours.
Deuxième modification législative apportée au régime de groupe, elle tient aux conditions de détention du capital des sociétés intégrées. On le sait, il y a une exception majeure au fait qu'une société filiale ne puisse pas être détenue à 95% ou plus par une société mère. C'est lorsque, par la mise en œuvre d'un dispositif d'actionnariat salarié, stock option, action gratuite, eh bien, BSPCE, eh bien, une filiale vient être détenue à moins de 95% par sa société mère, directement ou indirectement, parce que son capital est détenu en partie par des salariés du groupe. La loi de finances, le projet de loi de finances pour 2024 réaménage les conditions de cette exception pour les rationaliser. Et là aussi, ce dispositif va trouver à s'appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, donc de manière immédiate. Donc ça, c'était les aménagements apportés au régime de l'intégration fiscale. Troisième mesure qu'il a paru important de vous commenter et qui figure dans le projet de loi de finances pour 2024, c'est une mesure qui a été énormément poussée depuis plusieurs mois par le ministère de l'économie et des finances et par Bruno Le Maire, toujours pour favoriser la transition vers des énergies vertes et renouvelables. C'est le fameux crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte, le C3IV. Quel est l'objectif de ce crédit d'impôt dont le coût a été budgété à 7 à 8 milliards d'euros sur la période prochaine par Bercy? L'objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises soient incitées par le mécanisme de cette carotte fiscale à acquérir ou à fabriquer des batteries, des éoliennes, des panneaux solaires, des pompes à chaleur, donc tout ce qui va contribuer à favoriser la transition énergétique des énergies fossiles vers les énergies vertes. Et pour cela, le gouvernement a mis le paquet, pardonnez-moi l'expression, puisque ce crédit d'impôt, qui sera égal à 20% des dépenses d'investissement concernées, pourra atteindre, même pour les entreprises importantes, 150 millions d'euros sur la période donnée. Donc en fait, il sera réparti par fraction d'années civiles au fur et à mesure des amortissements, des investissements concernés, à la condition toutefois, et cette condition est essentielle, que ces investissements aient été agréés par Bercy. D'ores et déjà, si vous allez sur le site du ministère de l'économie et des finances, eh bien vous avez le modèle de demande d'agrément qui figure, et les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit dont c'est l'activité, eh bien fabriquent ou acquièrent des équipements éligibles, ainsi que les composants de ces équipements, pourront remplir la demande d'agrément, et si elles sont agréées, elles bénéficieront du crédit d'impôt en question. Alors comment fonctionnera le crédit d'impôt? De manière très simple. La société utilisera ce crédit d'impôt sur l'IS qu'elle doit par ailleurs au titre de ses activités. Et si le crédit d'impôt excède le montant de l'impôt sur les sociétés dû, il lui sera remboursable immédiatement. Ce qui est évidemment un avantage très important, notamment par rapport au dispositif du crédit d'impôt recherche, où pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un certain seuil, qui ne sont pas qualifiées de PME au sens communautaire, il faut attendre 3 ans avant d'obtenir le remboursement du crédit d'impôt recherche. Alors pour ceux d'entre vous dont les entreprises feraient partie d'un groupe fiscalement intégré, l'article 223O du Code général des impôts substitue la société mère à l'ensemble de ses filiales pour l'utilisation et l'imputation des crédits d'impôt. Donc en fait, ce crédit d'impôt sera transmis à la société mère qui pourra l'utiliser en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe. Si l'IS dû est insuffisant ou que le groupe est déficitaire, le crédit d'impôt sera remboursable immédiatement, d'où un avantage en trésorerie quand même assez conséquent. Et ce dispositif est subordonné, quant à son entrée en vigueur, à l'accord formel de la Commission européenne, ce qui normalement ne devrait pas poser de difficultés pratiques, et bien évidemment aussi à l'agrément du ministère de l'économie et des finances. Vous verrez, le formulaire d'agrément qui a été mis en ligne est relativement simple, pour une fois, à remplir, avec tous les équipements qui sont éligibles, etc. Donc c'est quand même une carotte fiscale, pardonnez-moi l'expression, qui peut s'avérer intéressante et importante pour un certain nombre de groupes de sociétés.
Autre mesure en matière de PLF 2024, et malheureusement ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est que le législateur revient, enfin comme le gouvernement l'avait annoncé, sur la suppression immédiate de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont la suppression était programmée normalement pour 2024 et avait été anticipée déjà en partie sur 2023. Pour des raisons de coûts budgétaires, peut-être pour financer le crédit d'impôt industrie verte, eh bien le législateur revient sur cette suppression immédiate et reporte en fait cette suppression en l'étalant jusqu'à 2027. Alors, vous aurez présenté à l'écran les taux qui seront applicables en 2024, 2025 et 2026. Espérons qu'en 2027, la suppression soit définitive. Parallèlement, le taux de plafonnement des cotisations de CET, c'est-à-dire la contribution économique territoriale, qui est le montant total formé par la CVAE et par la cotisation foncière des entreprises, est aménagé en conséquence également de manière dégressive sur la période 2024-2026. Donc voilà, on n'a pas fini encore de parler de la CVAE. C'est un impôt qui aurait dû disparaître, mais qui a la peau dure. Et puis, pour achever, non pas vous s'achever, mais achever cette présentation, quelques mots sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui contient une mesure totalement surprenante, qui n'était absolument pas anticipée, qui résulte d'un amendement déposé par le gouvernement en fin de première lecture à l'Assemblée nationale. Et il s'agit d'un amendement qui peut s'avérer particulièrement intéressant pour nombre d'entre vous, puisque cet amendement a pour objectif clair, c'est dans l'exposé des motifs, de favoriser l'accès au groupe TVA des groupes industriels. Alors le groupe TVA, peut-être que seuls les initiés dans le domaine bancaire, financier, assurantiel, des cliniques privées le connaissent. C'est un dispositif qui est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2023 et qui permet à une société de se considérer comme assujetti unique avec les sociétés membres du groupe avec qui il y a des liens en droit et en fait et des liens financiers. Et toutes les opérations interco, qu'il s'agisse de vente de biens, qu'il s'agisse de prestations de services, sont réputées inexistantes pour les besoins de la TVA. Première chose. Et deuxième chose, il y a une seule déclaration de TVA qui est effectuée par le groupe au nom de l'assujetti unique. Donc contrairement au dispositif de consolidation du paiement de la TVA qui existe actuellement, où en fait toutes les sociétés du groupe déposent des déclarations de TVA et seule la mère procède au paiement en fonction des soldes de créditeurs et débiteurs des déclarations du groupe, là il y aura une seule déclaration. Donc évidemment, les systèmes d'information devront être adaptés, mais là, les spécialistes sont là. Mais ça permettra, une fois que cette adaptation sera effectuée, une simplicité énorme, évidemment, pour le groupe en termes de gestion et de facilité de trésorerie. Alors, pourquoi les groupes industriels, au sens large, n'allaient pas vers le groupe TVA? Eh bien, parce que tous les flux interco qui sont réputés inexistants au regard de la TVA devaient être assujettis, ou tout moins compris, dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Donc en fait, le groupe TVA comprenait un surcoût de taxe sur les salaires pour les groupes industriels ou qui sont récupérateurs à 100% de la TVA. Le gouvernement veut favoriser l'accès au groupe TVA des groupes industriels et donc cet amendement vise à neutraliser l'effet de taxe sur les salaires pour un assujetti qui irait entrer dans un groupe TVA si avant son entrée dans le groupe TVA, il n'était pas assujetti à la taxe sur les salaires et si le groupe TVA en lui-même, l'assujetti unique, n'est pas lui-même soumis à la taxe sur les salaires parce qu'en quelque sorte, plus de 90% du chiffre d'affaires était soumis à la TVA. Donc ce dispositif, s'il est adopté, sera peut-être transposé dans la loi de finances d'ailleurs, parce que là, on peut se demander si ce n'est pas un cavalier budgétaire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Eh bien, s'il est adopté, cet amendement s'appliquera pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024. En clair, comme les options pour le groupe TVA doivent être formulées avant le 31 octobre de chaque année, ça permettra une entrée dans le groupe TVA des groupes industriels à compter du 1er janvier 2025 sur option avant le 31 octobre 2024, donc ça laisse le temps de s'y préparer. Alors, je disais tout à l'heure que le gouvernement avait peut-être des arrière-pensées parce qu'à l'ère où la facturation électronique arrive à grands pas, puisque le projet de loi de finances prévoit également un basculement à compter de 2026, mais qui pourrait être avancé à 2025 pour les grands groupes, eh bien, il est clair que pour l'administration, le groupe TVA facilitera également les choses en termes de contrôle. Voilà ce que je pouvais vous dire actuellement sur les mesures les plus importantes qui sont contenues dans ces projets de loi en cours de finalisation. Eric.
Donc juste avant d'attaquer la partie évolution produit, la roadmap avec les évolutions qui sont prévues au titre de 2024, faire peut-être un petit rappel sur ce qu'est le produit Sage Fiscalité. Donc c'est vraiment une plateforme unique qui a été redéveloppée intégralement. Ce n'est pas un produit qui a été relooké, on l'a complètement repensé sur les toutes dernières technologies en mode SaaS et full web, avec vraiment de prendre en compte toutes les attentes des utilisateurs en termes de parcours de cet utilisateur. Alors important, comme tu disais Jean-Brieuc, effectivement le produit a été lancé il y a 2 ans et demi, c'est le produit tout neuf, ce n'était pas l'ancienne génération, même si ça reprend les fondamentaux de l'ancienne génération. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus de 600 sociétés et groupes qui l'utilisent, à la fois des PME comme des entreprises du CAC 40 qui sont aujourd'hui utilisateurs de la solution. Alors, ce qu'on prévoit, c'est bien sûr des évolutions, puisque y a forcément des remontées du terrain depuis 2 ans et demi. Donc, on va encore enrichir le produit avec toutes ces attentes utilisateurs. Donc, ça, c'est le premier volet que nous présentera Ludovic et nous présentera Johan. C'est les évolutions un petit peu fonctionnelles et les évolutions légales du produit, mais également des évolutions majeures qui étaient aussi attendues, et notamment par les groupes de toute taille. Les grands groupes sont vraiment moteurs sur le sujet, mais pas seulement. C'est vraiment de disposer d'une intégration fiscale puissante, une intégration fiscale module expert qui soit à la fois didactique, qui soit guidée, fait en partenariat avec les experts du marché, les experts fiscalistes du marché, et qui sera une alternative possible au module qui existe actuellement, qui est plutôt un module de saisie où on est en mode formulaire. En gros, on fait ses calculs, ses retraitements sous Excel, puis ensuite on saisit les déclarations pour les formulaires pour la télédéclaration. Là, on sera vraiment dans un système complet, donc vraiment une fonction, un logiciel complémentaire, mais totalement intégré à la plateforme fiscale ULOA, ce qui facilitera le travail collaboratif entre les comptables en filiale et puis ceux qui ont en charge l'intégration fiscale. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, on pouvait proposer un niveau, mais c'était 2 produits complémentaires avec de la communication, de la réplication entre données. Donc là, ça sera vraiment une évolution majeure que nous présentera Johan et puis Ludovic. Voilà, donc sans plus tarder, je vous passe la parole pour nous faire part de ces évolutions fonctionnelles autour de nos offres. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer par vous parler de la prochaine version du lot de Sage Fiscalité, qui est la version 12, qui sort maintenant dans un peu moins de 2 semaines. Donc on a 3 slides sur le sujet. La première nouveauté qu'on va avoir, ça va concerner les exports. Donc on a amélioré les fonctionnalités d'export en version multi-société. C'est surtout pour avoir des gains d'échelle pour ceux qui démarrent leur activité sur le produit ou qui veulent en tout cas faire des mises en forme ou du pilotage. Il est désormais donc possible d'exporter les contrôles avec la somme des erreurs de vos déclarations. Et il est également possible d'exporter les commentaires. Donc si vos comptables ont commenté leurs cellules, leurs ajustements, etc., vous pouvez désormais faire un export en faisant une sélection. Donc vous êtes libre de choisir un petit peu les sociétés et les déclarations que vous le souhaitez. Et vous aurez un fichier Excel centralisé. On propose également désormais des exports filtrés pour que lorsque vous fassiez des exports de déclarations, vous puissiez n'avoir que les pages qui sont alimentées. Donc soit en termes de montant, soit en termes de saisie, ce qui est un petit peu plus global et comprend notamment la partie saisie texte. Enfin, on a revu un petit peu le détail des comptes. Je sais que c'était une attente un petit peu d'un grand nombre de clients. Désormais, le détail des comptes en version Excel n'est plus présenté sous la forme d'Excel dessin, mais d'un Excel sur lequel on peut pratiquer des formules, qui a une interface repensée, etc., pour qu'il soit beaucoup plus visuel et agréable à intégrer, notamment dans la plaquette. Sur la partie import, je vais faire vite. On a désormais des fonctions de recherche pour ceux qui créent leur propre format d'import ou qui cherchent des formats d'import particuliers lorsque vous faites de l'import Excel ou des imports de type formulaire. Et on a augmenté la capacité d'import pour pouvoir intégrer des fichiers ou des groupes de fichiers de très gros volume. L'une des principales nouveautés de cette version 12, ça va être la partie comptabilité. Désormais, on va avoir un format écriture. Donc vous pourrez faire la saisie pour le coup avec les champs date, pièce et libellé d'écriture. C'est également valable en import, ce qui veut dire qu'on peut vraiment faire des imports d'écriture désormais. Jusqu'à présent, on était vraiment sur l'import plutôt de type balance et on n'avait pas ces champs de disponibles. L'autre principale nouveauté, c'est que désormais, on va accepter l'alphanumérique sur les comptes. Donc vous pouvez désormais importer des comptes auxiliaires ou des comptes avec de l'alpha et vous pouvez également activer la gestion de l'alphanumérique dans les fourchettes de comptes si vous avez vraiment quelque chose d'assez étendu en termes de comptabilité. Côté lias, on va avoir surtout la fonction de recopie des documents. Je passe un petit peu la partie mise à jour.
des contrôles. Simplement, donc désormais, quand vous faites un import ou quand vous utilisez l'API Sedge pour intégrer des données, le système recalcule automatiquement les documents et les contrôles sont à jour, ce qui vous permet d'ailleurs d'enchaîner avec un export multisociété notamment. Sur la partie recopie, en fait, on a développé ces fonctionnalités-là pour que vous puissiez faire des corrigés plus facilement. Donc, vous avez préparé une déclaration, vous avez une déclaration antérieure, vous êtes redressé dessus. Vous allez désormais pouvoir la recopier, simplement en créant le nouveau contexte corrigé. Et l'ensemble des données vont être reprises sur cette version corrigée, vous permettant rapidement de faire les ajustements qu'il faut avant de renvoyer la déclaration. Enfin, on propose désormais le compte-rendu de la DGFIP directement dans l'application, dans le mécanisme de la boîte d'envoi. Jusqu'à présent, en fait, donc on a Uloa qui est connecté au portail Invoke pour la partie déclaratif. Et le sujet, c'était que vous receviez les comptes rendus par mail, ou vous pouviez vous connecter au portail pour voir le détail des dernières télétransmissions, mais la boîte d'envoi n'affichait pas le résultat. Désormais, on peut télécharger le compte rendu, ce qui nous permet vraiment de rester dans l'outil pour avoir l'intégralité et, si besoin, la pièce justificative en cas de contestation. Dernier aspect pour cette V12, la mise à jour des documents. Donc, désormais, le paramétrage est mis à jour automatiquement. Donc, dès lors qu'une nouvelle version d'un document sort, le système va se scanner en fait avec nos serveurs et si le numéro du document sur le serveur Invoke est plus important que ce que vous avez, le système va automatiquement le mettre à jour. Pas d'action particulière à faire, pas besoin de déconnecter les utilisateurs, le paramétrage est mis à jour en permanence. Donc très pratique notamment pour la future campagne, que ce soit côté TVA ou TDFC. Et également, et ça c'est une nouveauté sur laquelle on est plutôt content, le module de plaquette WordExpert va désormais bénéficier d'une mise à jour automatique. L'un des aspects, c'était que ce module-là est installé soit sur serveur, soit sur chacun des postes des comptables qui font la plaquette. Et derrière, la DSI devait faire la mise à jour à chaque montée de version en faisant la réinstallation, ce qui pouvait être assez volumineux. La version 12 sera la dernière version à installer manuellement. Et les versions ultérieures se mettent à jour automatiquement. Donc, dès que le système détecte une version, même principe, l'assistant d'installation vous propose de mettre à jour la version. Moyennant les sujets par feu, vous aurez donc une installation automatique. Dernier aspect sur cette version 12, il est désormais possible de déconnecter des utilisateurs et on a un suivi dans l'audit d'activité des connexions et des déconnexions, ce qui renforce un petit peu la sécurité, permet également d'éjecter des gens si on a besoin de travailler sur une liasse et que le comptable est encore dessus, etc. Et on a un suivi des gens qui sont autorisés à la télétransmission, donc qui ont ce qu'on appelle la signature dans Uloa. On peut désormais vérifier qui a la signature, qui est autorisé, ce qui renforce le côté pilotage. Bon, pas grand-chose à dire pour le début d'année prochaine. On va simplement avoir la mise à jour légale côté TVA en janvier, avec la 12.1, et la mise à jour légale au mois d'avril pour la version LIAS. Je vais laisser maintenant mon collègue vous parler de l'offre unique. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Ludovic, là, cela concerne surtout la version 12 donc, du 5 décembre et les mises à jour légales de février à avril. On voulait également profiter de ce Club Sedge pour évoquer l'avenir aussi de Sedge Fiscalité. Donc, actuellement, comme vous le savez, Sedge Fiscalité dispose en fait de 2 niveaux. Donc, la plupart de vous utilisent Sedge Fiscalité pour un outil de saisie des déclarations individuelles et groupes. Mais il y a également une partie Sedge Fiscalité couplée à un outil expert qui se nomme Face Fiscale. Le but de demain, en fait, c'est de réunir ces 2 outils en un et que Sedge Fiscalité puisse être vraiment un module expert. Donc, ça sera une couche supplémentaire soumise à option. Mais ça sera en aucun cas on ne va pas supprimer ce qui existe déjà pour la partie Sedge Fiscalité outil de saisie. Ça restera inchangé. Le but est plutôt d'améliorer le 2e niveau, qui était le Sedge Fiscalité couplé à un outil expert pour rendre finalement Sedge Fiscalité sur un produit unique et un vrai module expert. Donc l'avantage de ce module unique, donc là on l'a décrit rapidement, mais c'est avoir un système expert dans Sedge Fiscalité pour avoir une production de l'intégration fiscale sécurisée avec, vous serez guidé finalement, vous pourrez voir des systèmes de pilotage, d'avancement de vos déclarations individuelles. On va rentrer dans le détail sur les slides après. Et du coup, au niveau de l'intégration fiscale, comme je le disais, vraiment le premier niveau, on ne change pas. Ça sera en fait une licence supplémentaire pour avoir un module et une vision détaillée plus approfondie de l'intégration fiscale. Alors maintenant, on va passer rapidement au détail des fonctionnalités.
Donc, quand on parle d'intégration fiscale, on parle en fait de gestion périmètre, suivi des opérations intra-groupes, mais également parfois de trucs un petit peu plus compliqués comme le suivi des charges financières ou la gestion de base élargie. Si tout ce vocabulaire ne vous parle pas, nous si. Et en fait, c'est là qu'intervient le produit. L'idée étant de vous proposer un paramétrage qui vous guide en vous donnant de la saisie intermédiaire, en ayant des contrôles, en ayant des conseils pour vous dire attention, vous êtes peut-être éligible à tel dispositif, veuillez vérifier, ce genre de choses. Donc c'est là qu'intervient donc ce nouveau module groupe intégration fiscale qui va avoir un paramétrage complet pour vous assister sur toutes les composantes de l'IF et vous faire penser à des sujets auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. L'idée étant de gérer à la fois le pilotage des filiales, mettre des alertes sur les sociétés individuelles, mais également que les gens en charge de l'intégration fiscale groupe aient une assistance complète. L'une des principales fonctions de ce module, ça va être le tableau de bord, qui va nous permettre d'avoir un avancement de la production, de pouvoir relancer les filiales si jamais elles sont en retard par rapport aux dates et aux échéances qu'on leur a fournies, vérifier au niveau des déclarations individuelles qu'elles ont été télétransmises, qu'elles ont été acceptées, voir si ça entraîne une nécessaire retouche de la déclaration groupe, et faire un rappel également des points de blocage restants, qu'il s'agisse à la fois des déclarations individuelles, mais également des données complémentaires, donc type opération intergroupe charge-fee que l'on peut avoir. Ce tableau de bord permettra également un accès direct à tous les tableurs et à toutes les déclarations individuelles pour contrôler directement les différentes phases de la production. L'idée, c'est vraiment qu'on s'est concentré avec ce tableau de bord sur l'intégration fiscale. Peut-être ultérieurement, ce tableau de bord sera développé sur d'autres concepts ou d'autres réglementations, mais pour le moment, c'est vraiment lié à l'IF dans sa première version. L'autre point clé qu'on va avoir avec ce module groupe, c'est le module analyse qui va nous permettre d'avoir des restitutions. L'idée étant qu'on va vous fournir un outil clé en main. Donc on va vous fournir un certain nombre de restitutions standards dans le cadre de l'intégration fiscale sur les contributifs, le suivi déficit, les stocks de crédit d'impôt, etc. Les analyses standards seront livrées et mis à jour automatiquement par la mise à jour de paramétrage et reprennent normalement tous les standards IF pour que vous ayez vraiment une bibliothèque de restitution et de suivi de pilotage sans avoir besoin d'éléments supplémentaires. L'autre aspect du module paramétrage, c'est que vous allez pouvoir également créer vos propres analyses et vos propres restitutions. Moyennant une légère formation pour apprendre le module et apprendre ses fonctions clés, etc., vous pourrez créer pour le coup des analyses sur n'importe quel support. Et l'alimentation peut venir de n'importe où. Donc le module analyse en mode création ne se limite pas à l'intégration fiscale. Vous pouvez également faire des contributifs TVA ou groupe TVA, du multitax, etc. Là, pour le coup, ça sera plutôt libre en termes de création d'analyse personnalisée. Dernier aspect pour cette année prochaine, je te laisse avancer. L'automatisme et le pilotage. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur groupe IF, c'est quelque chose qui va être transverse. Que vous ayez groupe IF ou pas, vous allez pouvoir en bénéficier, même si vous avez cette fiscalité sans le nouveau module. On va avoir une gestion intelligente de tous les... En fait, on fait une revue de la fiche société et on va améliorer les composants qui sont un petit peu manuels, un petit peu mécaniques pour qu'ils aient une certaine souplesse et surtout qu'ils soient force de proposition. En l'occurrence, on va faire une gestion intelligente des contextes et des millésimes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vais simplement vous dire que ça nous permet de gérer plus facilement la sélection d'un nouveau, le fait de créer des phases corrigées qui appellent automatiquement les données de la phase principale, le système de millésime qui permet automatiquement de basculer lorsque la nouvelle déclaration devient disponible en termes de réglementaire. On a également prévu l'historisation de la fiche société pour que vous puissiez conserver en fait votre historique de fiche société, les changements d'adresse, changements de SIRET, etc. Les changements de périmètre également sont inclus. Côté habilitation, on avait également la gestion multiprofil qui vous permet de donner des droits différents, donc dire côté TVA et côté TDFC, je ne veux pas que mon utilisateur puisse valider, de l'autre côté je veux qu'il puisse le faire, la télétransmission, etc. De manière générale, on prévoit vraiment de mettre en place des automatismes pour accélérer la phase de démarrage des dossiers. Ça va vraiment être notre philosophie. Dernière partie, c'est la gestion des rectificatives. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rapidement passer dessus, mais on propose des fonctions de recopie par document, par périmètre et même par exercice pour que vous puissiez refaire facilement vos déclarations en cas de contrôle, suite à contrôle fiscal. Vous avez un redressement, vous avez besoin de faire une corrigée. Ou simplement, dans le cadre de l'intégration fiscale, ça arrive souvent, les filiales se sont trompées, elles ont besoin absolument de produire une corrigée.
L'idée étant qu'on conserve les données d'origine, on ne touche pas aux données d'origine, simplement on utilise une copie de dossier pour pouvoir gérer la corriger de manière étanche. Je fais très vite. Donc ça, c'est toutes les nouveautés qu'on a prévues un petit peu pour l'année 2024. Alors ça sera la version 2.0 qui est prévue pour octobre 2024. Et donc l'idée, c'est de sortir cette version-là, qui sera la première version fonctionnelle avec le groupe IF. Sur 2025, on va poursuivre sur cette lancée, automatisme et intégration fiscale. L'idée étant que sur 2025, on va faire, en termes surtout d'automatisme, augmenter la capacité d'adaptation de cette fiscalité. Pardon. Son nom technique, c'est ULOA. L'idée étant notamment que vous puissiez créer des listes que vous puissiez ensuite appeler dans les documents. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous donne juste un exemple. Les listes devises, les listes code pays, notamment pour la déclaration CBCR. Il y a des listes ou des listes de libellés, effectivement, notamment pour tout ce qui est 2058A, déduction, réintégration diverses. Vous pourrez créer votre liste, ce qui permettra de limiter ce que les comptables peuvent saisir ou peuvent employer comme expression. Ça permet davantage de centralisation et de contrôle sur ce qui est déclaré. L'autre aspect, ça va être l'aspect simplicité, avec l'idée de créer un dossier simplement en définissant la catégorie fiscale auquel il appartient. Et l'outil va automatiquement vous proposer d'activer certains documents, de démarrer dans une certaine phase, la TVA, etc. Et un système d'emailing pour suivre plus facilement vos dossiers. Je vais laisser maintenant la parole à Flosie, qui va vous parler automatisme et connectivité. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de la connexion qu'il existe entre Sage Fiscalité aujourd'hui, Sage X3 et Sage FRP 1000. Donc, déjà, vous l'avez compris, c'est une solution qui est très simple, très orientée utilisateur, une solution qui est en web, sur laquelle on va prendre la main simplement et on va pouvoir simplement, encore une fois, avec le connecteur, importer les données, exporter les données de façon automatique à travers un traitement, que ce soit les données de balance, que ce soit les éléments de TVA. On a parlé aussi du groupe TVA. On va pouvoir exporter typiquement de Sage FRP 1000 les éléments pour remplir la déclaration de périmètre, pour remplir la déclaration 3310 MAU. Ça va venir simplement renseigner les déclarations fiscales dans Sage Fiscalité. Je vais pouvoir contrôler mes données. Donc là, sur la partie de droite, on voit bien qu'on a la possibilité d'exporter et d'importer les données à travers un traitement, mais on va aussi pouvoir, on fait de la croissance externe, récupérer des données simplement d'une autre solution métier par export et import à travers des fichiers Excel. On va aussi pouvoir récupérer l'EDI TDFC. Ça, c'est un élément très important. Typiquement, lors de la première implémentation, le N-1, on le récupère simplement et on l'intègre directement dans la solution pour s'appuyer, pour de la recopie, pour du contrôle. On va pouvoir récupérer l'ensemble de ces éléments. On va gérer, contrôler l'ensemble de nos déclarations simplement à travers un tableau de bord. C'est un outil qui est collaboratif. Le collaborateur va remplir sa déclaration, faire l'ensemble de ces éléments et le superviseur pourra en temps réel voir l'ensemble des éléments qui ont été modifiés, voir les commentaires qui ont été apportés sur l'ensemble des cellules simplement et puis faire un retour à son collaborateur, lui dire attention, il y a des éléments qui ont été modifiés, ajustés, voilà, merci de bien mettre le commentaire, etc. Donc, on va gérer l'ensemble de ces éléments, l'alias fiscal, des plaquettes, bien évidemment, avec la possibilité de faire un ensemble de, comment dirais-je, de modèles de plaquettes, hein, des modèles plutôt pour des situations intermédiaires et puis des modèles complètes pour la fin de l'année, avec toute une traçabilité de l'ensemble des éléments. Les plaquettes seront faites dans Word ou Excel, avec la modification en temps réel. Je modifie l'ensemble de mes données directement dans Sage Fiscalité de façon automatique. L'ensemble de ces éléments seront modifiés dans mon modèle. D'accord ? Et vous l'avez dit tout à l'heure, une nouveauté, c'est que cette mise à jour de ce nouveau menu qui va venir se mettre dans Excel et dans Word sera faite de façon automatique demain. Et puis, on a la télétransmission directement
à l'administration fiscale en format EDI. On va pouvoir télétransmettre de façon multisociété, comme le sont les solutions de Sedge, Sedge X3, Sedge FRP 1000. On va aussi pouvoir télétransmettre multi-déclarations. Je fais toutes mes déclarations. Je suis en période fiscale, cependant, j'ai aussi ma TVA. Eh ben, je sélectionne l'ensemble de mes déclarations et mes sociétés et j'envoie en une fois à l'administration fiscale. Donc, vraiment, une solution qui va être connectée, à Sedge X3 et Sedge FRP 1000 à travers des API, à travers ce transfert de données en automatique, la gestion, le contrôle de l'ensemble des données à travers des tableaux de bord de façon collaborative, et puis l'envoi à la DGFiP en format EDI pour l'ensemble des déclarations fiscales aujourd'hui obligatoires en France. On parle de l'IAS, de plaquettes, on a un ensemble de déclarations aussi qui est possible aujourd'hui avec cette fiscalité. Je vais repasser la parole à Jean Brieuc et merci, je me tiens à votre disposition pour des questions complémentaires. Merci beaucoup à nos experts, merci à notre conseil avocat fiscaliste pour ces éclairages sur l'APLF 2024. Merci à tous pour votre écoute. Vous l'avez vu, c'est une solution qui est donc connectée avec nos solutions Sedge. L'objectif, c'est d'être efficace, productif, gagner en simplicité, en fiabilité, surtout parce qu'on parle d'impôts. Donc c'est important d'avoir des solutions au goût du jour avec une roadmap claire. C'est un peu frustrant aujourd'hui parce qu'on ne peut pas vous faire de démo, on n'a pas le temps. Mais je vous assure que si vous voyez la solution, vous auriez envie tout de suite de repartir avec. Donc on vous propose un rendez-vous et de prolonger les échanges dans la salle 1.2, je crois, au premier étage, pour ceux qui ne sont pas encore équipés de cette solution et qui ne l'utilisent pas. Beaucoup d'entre vous aussi sont plutôt orientés sur la partie infra, IT. Voilà, on est sur des sujets comptabilité, finance. Merci aussi de faire suivre en interne à vos équipes. C'est vraiment un sujet qui fait gagner du temps à nos clients et ils sont heureux de l'utiliser. Et nous, on sera ravis de prolonger les échanges avec vous sur ce sujet. On peut prendre une question, on a un petit peu de temps. S'il y a une question dans l'Assemblée. Merci. Question, est-ce que la base comptabilité, qu'elle soit FRP 1000 ou X3, est complètement distincte de la base de données Invoke, Sedge Fiscalité? Effectivement, c'est deux bases complètement distinctes. ULOA est fourni, Sedge Fiscalité est fournie en version SaaS uniquement, par ailleurs. D'accord. Et donc, comment se passe le transfert d'une base à l'autre? C'est via un système d'API. D'accord, merci. Merci. Oui, et puis les solutions sont connectées, il y a du SSO, voilà, on a un login unique, on est sur des applications web sécurisées, quoi. Il y a pas de... Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment, c'est votre journée, c'est la journée du club client, donc il faut en profiter, on est sur un sujet d'experts avec des intervenants qui répondent à tout. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.